Merci beaucoup pour cette invitation et merci d'être là si nombreux pour entendre le récit de notre chasse aux messagers de l'univers violent. Alors, lorsque vous sortez, par exemple en cette saison, la nuit et que vous regardez le ciel, vous avez l'impression que l'univers est paisible, serein, avec des étoiles qui sont là, immuables. Il n'en est rien. L'univers est peuplé d'étoiles massives qui terminent leur vie en explosant en ce qu'on appelle des supernovae. D'autres étoiles, encore plus massives, vont s'effondrer sur elles-mêmes en produisant des grands jets qu'on va pouvoir voir depuis les confins de l'univers, qu'on appelle des sursauts gamma. Enfin, les plus petites étoiles de l'univers, qu'on appelle des étoiles à neutrons, vont entrer en coalescence, en fusion, et produire d'autres grands jets qu'on pourra voir aussi depuis les confins de l'univers, qu'on appelle des sursauts gamma courts. L'univers est donc un endroit violent, en tout cas peuplé d'objets violents. Or, ces objets, on les connaît assez peu. Ils sont rares, ils sont compliqués à observer, et leur mécanisme d'explosion, leur population, leur physique, nous échappent encore en grande partie. Et pour essayer de les comprendre, on va utiliser différents sens, différents messagers, et c'est quelque chose qui est en train de se passer donc depuis environ la dernière décennie. C'est une astronomie nouvelle qu'on est en train d'entreprendre dans notre communauté, l'astronomie multimessager. Alors, lorsqu'on veut comprendre un objet, comment on fait? Lorsqu'on veut comprendre, par exemple, ce thermostat, comment on fait? On peut le regarder, on peut le toucher, on peut l'entendre, on peut peut-être même le goûter. Et c'est un peu ce qu'on veut faire avec l'univers. Parce que avoir un seul sens pour appréhender un objet, c'est très limitatif, enfin, c'est très limitant. On peut faire des amalgames et on peut mal comprendre ce qui se passe. Donc, pendant très longtemps, on a observé l'univers avec la lumière. Et puis, à un moment, on s'est mis à le toucher, c'est-à-dire qu'on a réussi à recevoir des particules qui venaient de cet univers, des particules qui sont en fait des noyaux atomiques, donc des particules qui, comme on connaît bien, qui nous constituent, vous et moi. Et donc, on s'est mis comme ça à avoir un toucher de cet univers-là. Ensuite, un peu vite. Ensuite, on a pu goûter l'univers parce que on a pu commencer à recevoir ce qu'on appelle des neutrinos, qui sont des particules dont on va beaucoup entendre parler aujourd'hui et dont les physiciens qui ont une caractéristique physique que les physiciens, qui sont notoirement gourmands, ont appelé la saveur. Et donc, ça nous permet, le fait de recevoir ces particules de l'univers-là, va nous permettre de le goûter. Et enfin, depuis 2015, on a accès au son de l'univers via ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Ça correspond à des petites perturbations du tissu de l'espace-temps, qui sont des ondes comme un peu au-dessus, enfin sur la surface d'un lac, qui vont se propager depuis des objets dans l'univers jusqu'à nous, et qu'on va donc, d'un point de vue poétique, appeler un peu ce son de l'univers. Donc là, depuis en fait une décennie, on commence à avoir une expérience multisensorielle de l'univers. En fait, dans notre jargon à nous, dans notre domaine, on appelle ça une expérience multi-messager, parce que c'est plusieurs messagers qu'on va pouvoir observer et qu'on va utiliser pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces objets. Ces ondes gravitationnelles, c'est vraiment une prouesse technologique. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Eh bien, on a 3 interféromètres de par le monde qui ont détecté ce même son de l'univers. Donc, ça s'appelle LIGO et Virgo. Donc, on a des interféromètres, ce sont des grands appareils comme ça en L, avec des tuyaux dans lesquels on a fait un ultra vide, au bout desquels vous avez des miroirs. Ces tunnels font 4 km de long, et à l'intérieur de ces tunnels, vous avez de la lumière laser qui est propagée
et qui fait des allers-retours. Et avec ce système de laser et de miroir, on va pouvoir mesurer des déformations de la distance entre les miroirs qui correspond à un 10 millième de la taille d'un proton. Quand même. Et c'est ça qu'on a observé, et cette déformation est due au fait qu'une onde gravitationnelle est passée au travers de la Terre. Et le fait que ce soit observé dans plusieurs, là, dans pas juste un, mais deux au moins, interféromètres dans différentes parties du globe. Donc là, vous avez 2 observatoires aux États-Unis, dans l'État de Hanford, à Hanford dans l'État de Washington aux États-Unis, et ici en Louisiane, et ici à Pise en Italie. Donc, le fait que ça arrive simultanément quasiment à 2 endroits est vraiment une preuve que c'est pas juste un oiseau qui a fait un pétillement, mais qu'il s'agit vraiment d'une onde gravitationnelle qui a traversé la Terre. Et donc ça, c'était 2015. Et c'était vraiment incroyable pour nous les physiciens de finalement entendre de voir la preuve de ces déformations de l'espace-temps grâce à quelque chose qui s'était passé. Il s'était passé en fait 2 trous noirs qui étaient entrés en fusion et qui avaient créé cet événement-là. Mais donc à ce moment-là, on n'avait que les ondes gravitationnelles seules, que le son de l'univers. Et on n'avait pas une expérience multisensorielle. Et ça, on en avait très envie d'avoir cette expérience multisensorielle. Et c'est ce qui s'est passé en 2017. Le 17 août 2017, les interféromètres d'Albert détectent un signal qui montre qu'il y a des ondes gravitationnelles. Et en même temps, il y a un satellite dans l'espace qui arrive, on voit un flash lumineux 2 secondes après. Et donc, en travaillant, en analysant toutes ces données, on se rend compte que ces 2 événements sont bien liés et qu'on venait d'avoir pour la première fois un film son et lumière de l'univers. C'est-à-dire qu'on entendait ces ondes gravitationnelles et en même temps, on le voyait avec la lumière. Et ça bouleverse notre compréhension. Parce que à quoi on a accès? Lorsque on entend ces ondes gravitationnelles, on a accès en fait à la masse des objets qui sont en train d'entrer en fusion. Donc on arrive à mesurer quelque chose qu'on ne peut pas voir avec la lumière. Donc on a une mesure de la masse, et avec la lumière, on va avoir accès à l'énergie, à d'autres choses que les ondes gravitationnelles ne peuvent pas nous donner. Donc il faut ce cinéma son et lumière. Et c'est ça qui commence en 2017. Donc 2017, c'est vraiment hier. Vous voyez, donc là, on parle de choses tout à fait nouvelles. Et le 17 août 2017, moi, qu'est-ce que je faisais? Donc à 12h41, temps universel. Moi, j'étais enceinte de 8 mois et j'étais en train de coller du papier peint dans la chambre de mon futur fils. Et c'est aussi pour vous dire que cette chasse cette quête comprendre cet univers violent, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. En fait, il nous faut être prêt, il faut construire des instruments, il faut avoir une grande patience. Et en même temps, il y a une telle impatience à ce que les choses arrivent. Et donc, voilà. Et la vie n'attend pas. Voilà. On peut être enceinte, on peut être, voilà. Il faut être là pour réagir. Et donc, il se passe que juste un peu après cet événement, j'accouche, etc. Et puis, je me dis, voilà, je vais pas passer à côté de ce truc, même si j'ai un nouveau-né. Il faut faire quoi? Il faut absolument ne pas se restreindre au son et à la lumière. J'ai envie aussi d'aller goûter l'univers violent. Donc, il faut construire un détecteur de neutrinos de haute énergie qui va nous permettre d'avoir une expérience complète. Voilà. C'est pas vraiment l'histoire complète, parce qu'il se trouve que j'y travaillais depuis un peu de temps, mais quand ça arrive, je me dis, il faut absolument le faire. Donc, je prends mon bébé en écharpe, tout ça, j'y retourne, et puis on continue à travailler. Et cette expérience, je veux beaucoup en parler, ça s'appelle Grande. Donc, on s'est mis qui a accéléré à cause de cette grande découverte. Alors, avant de vous parler de goûter l'univers, il faut qu'on parle du toucher. Parce que, je vais expliquer, mais le toucher et le goût, en fait, ça va ensemble. Toucher l'univers, ça veut dire recevoir des dans ma terminologie à moi, qui est pas forcément universelle d'ailleurs,
Ça veut dire recevoir des particules de l'univers, des noyaux atomiques. Des noyaux atomiques qu'on appelle des rayons cosmiques. Et un rayon cosmique, donc, ce sont voilà, des noyaux atomiques, ceux les plus jeunes qui ne savent peut-être pas. La matière est constituée d'atomes. Et à l'intérieur de cet atome, vous avez un noyau et un cortège d'électrons tout autour. Et donc, ce noyau est chargé positivement, et c'est ça qu'on appelle les rayons cosmiques. Ces rayons cosmiques nous pleuvent dessus de façon régulière, ils viennent du Soleil, et certains, et en fait, quand je dis régulièrement, on en reçoit 1 kilogramme par an. Et là, vous vous dites peut-être, super, 1 kilogramme, ouais. Alors, rappelez-vous que quand même, ce sont des noyaux atomiques et qui font typiquement 10 puissance moins 27 kg. C'est-à-dire que 1 kg de rayons cosmiques par an, c'est 10 puissance 27 kg, 27 rayons cosmiques par an. Donc 10 avec 27, enfin 1 et 27 zéros. Donc beaucoup de rayons cosmiques. Donc, la plupart nous viennent du Soleil et certains d'entre eux, comme là, arrivent avec des énergies de malades, vraiment, qu'on n'arrive pas à reproduire sur Terre. Et ils sont très rares, mais on en détecte. On en détecte régulièrement. Et pour vous donner une idée de ce que c'est que cette énergie de malade, c'est 10 puissance 20 électronvolts. Là, vous dites OK. 10 joules. Vous dites aussi peut-être ça vous parle un peu plus. 10 joules, c'est l'énergie qu'il faut pour chauffer une tasse de thé. C'est-à-dire que lorsque vous avez un rayon cosmique qui dépose son énergie dans votre tasse, la tasse est immédiatement chaude. C'est cool quand même. Ou alors, c'est l'énergie d'une balle de fusil. Ou alors, l'énergie d'une balle frappée par Roger Federer. Donc, en fonction de si vous aimez Roger, vous dites « Ah, c'est bien ». Et peut-être vous vous dites quand même, ouais, d'accord, quoi. Mais en fait, rappelez-vous que là, on parle de particules subatomiques qui a cette énergie de balle de tennis de 200 km/h. En fait, c'est considérable. Et pour vous donner une meilleure idée, si on voulait utiliser la technologie actuelle qu'on a par exemple au LHC, au CERN à Genève, à l'accélérateur le plus puissant qu'on a sur Terre, pour accélérer ces particules, il nous faudrait construire un accélérateur de la taille de notre galaxie. Voilà. Et là, j'espère que vous dites. Donc, voilà. C'est ça, un rayon cosmique de ultra haute énergie, et on en reçoit régulièrement sur Terre, on les détecte. Le problème de ces particules, c'est que on les reçoit, mais on ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a créé, quelle est la source là-haut qui les crée. Et ça, c'est assez mystérieux. Et pourquoi? C'est parce que ce sont des noyaux atomiques chargés. Et vous savez que la Terre est magnétisée, c'est pour ça que la boussole tourne vers le nord. Mais en fait, la galaxie est magnétisée, l'univers entier est magnétisé. Ça veut dire que lorsqu'une particule est accélérée dans une source et créée et s'échappe de cette source, qu'elle traverse l'univers, elle va être défléchie, déviée par tous ces champs magnétiques. Alors lorsqu'elle arrive sur Terre et qu'on la détecte et qu'on regarde dans sa direction d'arrivée, on n'a pas de source, on n'a pas de point lumineux, on n'a rien, parce que la particule a fait une trajectoire comme ça. Voilà, c'est ballot quand même. Et c'est très mystérieux. Et c'est quelque chose, c'est un mystère sur lequel on se penche depuis les années 60. Donc, voilà, il y a ça. On touche l'univers, mais on ne sait pas très bien ce qu'on touche. Heureusement, il y a les neutrinos. C'est ça qui va nous sauver. Parce que les neutrinos, c'est des particules filles des rayons cosmiques. Lorsque un rayon cosmique se balade dans une source ou même dans l'univers, il arrive régulièrement qu'il se fasse casser la figure par une autre particule. Et à ce moment-là, il produit un neutrino. Et les neutrinos, comme leur nom l'indique, c'est des particules neutres. Et si elles sont neutres, elles vont tout droit. Alors lorsqu'un neutrino arrive sur Terre et qu'on le détecte, on arrive à retrouver sa source. Et donc, notre idée, c'est de se servir de ces neutrinos pour arriver à comprendre ce qui s'est passé là, pour lui. En fait, il faudrait détecter des neutrinos de ultra haute énergie, particules filles de rayons cosmiques de ultra haute énergie, pour comprendre quelles sont les sources
de ces rayons cosmiques de ultra haute énergie. Et donc, comme ça, avoir une espèce de connexion entre ce qui arrive sur Terre, l'univers violent, enfin, et en fait, finalement, faire une espèce de, avoir enfin une compréhension des événements les plus énergétiques de l'univers. Parce que ça ne peut être produit que par les événements les plus énergétiques de l'univers. D'accord? Donc, on va chercher ça. Et il se trouve que, pour l'instant, les neutrinos, on en a détecté, mais pas à ultra haute énergie. Je vous parle de neutrinos depuis tout à l'heure et vous dites qu'est-ce que c'est. Alors, un neutrino, c'est une particule extraordinaire dans la sphère des particules ordinaires. C'est une particule qu'on connaît bien, c'est un lepton, c'est un cousin des électrons. Donc, les électrons, là, ceux qui sont autour des noyaux atomiques. Et on les connaît bien parce qu'en fait, ils sont produits abondamment dans le Soleil, par le Soleil. Et là, par exemple, chaque instant, chaque seconde, là, maintenant, tout de suite, vous êtes traversé par 1000 milliards de neutrinos. Chaque seconde. Et il faudrait que vous viviez 100 ans pour qu'un neutrino daigne interagir avec votre corps. Donc, c'est là où c'est une particule extraordinaire, c'est que elle interagit très peu avec la matière. Et une particule qui interagit très peu, c'est compliqué à détecter. Parce que détecter quelque chose, ça veut dire qu'elle fait quelque chose, qu'elle émet de la lumière, qu'elle s'arrête. Mais si ça s'arrête pas, ça émet pas de lumière, ça ne fait rien, c'est compliqué. Donc c'est une prouesse de détecter des neutrinos, mais on arrive à le faire. On a réussi à le faire jusqu'à, en particulier pour les neutrinos du Soleil. En fait, ces neutrinos sont produits lorsque vous avez des réactions nucléaires. Donc, à l'intérieur du Soleil, pour que le Soleil brille, c'est parce qu'il y a des réactions nucléaires dans le cœur du Soleil, et donc ça produit des neutrinos à l'appel. Dans les réacteurs nucléaires, on produit aussi des neutrinos. Donc voilà, en ce sens-là, c'est une particule relativement bien connue. Et on en a donc détecté provenant du Soleil abondamment. Ça, c'est le nombre de neutrinos à peu près, lorsqu'on ouvre les bras, combien on en récupère, le flux, et leur énergie. Donc, on a des neutrinos solaires, là, et puis des neutrinos qu'on a détectés provenant d'une supernova, donc d'une étoile massive qui a explosé en fin de vie. Et donc là, vous voyez que vous êtes à peu près à ces énergies. Et lorsqu'on va monter en énergie, on va pouvoir explorer des neutrinos provenant de sources de plus en plus violentes, de plus en plus énergétiques. En particulier, autour de 10 puissance 15 électronvolts, donc 1 milliard de fois plus haute énergie que ce que le Soleil peut produire. Vous avez, en 2013, on a détecté pour la première fois des neutrinos, donc de très haute énergie. Et donc, encore une fois, hein, 2013, 2015, 2017, je vous parle de science qui est en train, qui se passe là, que moi j'ai vu dans ma carrière, quoi. Enfin, je suis pas complètement vieille, donc c'est vraiment quelque chose d'assez récent. Donc, voilà, c'est vraiment, le ciel est en train de s'ouvrir, donc très haute énergie. Et IceCube, c'est aussi encore une prouesse technologique, c'est 1 km3 de glace en Antarctique, avec des lignes sur plusieurs kilomètres, du fil de fer, avec des capteurs enfilés dessus comme des perles, et ça sur donc 1 km3. Et lorsqu'on a un neutrino qui passe dans la glace, même s'il interagit très peu, la glace, ça reste quand même assez dense, et au bout d'un moment, il interagit, en tout cas à ces énergies-là, il interagit, et il émet une petite lumière qui va pouvoir être détectée par ces différents capteurs dans la glace. Et avec ça, donc IceCube a détecté plusieurs centaines de neutrinos. Ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on arrive à sonder un peu l'univers déjà assez violent. Mais nous, on veut aller plus haut, sonder l'univers encore plus extrême. Et c'est pour ça qu'on s'est mis en tête de construire, il y a 10 ans, Grande. Et à ce moment-là, et pendant très longtemps, aucun neutrino de ultra haute énergie n'avait été détecté. On savait pourtant qu'ils existaient parce que les rayons cosmiques de ultra haute énergie existent.
On sait qu'à un moment, ils se font casser la figure et que donc, ils donnent leur énergie à ces neutrinos et que des neutrinos de ultra haute énergie devaient être là, quoi. Vous voyez? Donc, on se disait, voilà, ils doivent exister, on va chercher dans cette gamme. Et l'année dernière, il y a eu une grande annonce avec KM3Net, qui est un détecteur un peu jumeau d'IceCube, mais même philosophie, mais situé dans l'eau méditerranéenne. Et donc pareil, des filins sur plusieurs kilomètres de profondeur avec des capteurs comme ça, qui étaient vraiment aussi destinés, donc quand je dis jumeau, il était destiné dans l'hémisphère nord à détecter des neutrinos dans cette gamme d'énergie, comme IceCube, et à en voir plein comme IceCube. Et là, d'un coup, et le détecteur n'était même pas fini, il voit passer une baleine cosmique. Il voit passer un neutrino de ultra haute énergie, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Pourquoi on s'y attend pas? Parce que c'est quand même un détecteur qui est relativement petit. Enfin, 1 km3, c'est grand, mais c'est trop petit pour voir des neutrinos qui sont, vous voyez, hein, plus on va à haute énergie, moins il y a de neutrinos. Ça paraît assez intuitif. Aller à plus haute énergie, c'est dur. Donc, il y a moins de neutrinos. Donc, ici, on construit quelque chose d'1 km3, mais pour atteindre ça, il faudrait faire 100 fois plus, en principe. C'était ça qu'on avait dans la tête. Et quand même, il y a cette baleine cosmique qui passe, il y a plusieurs milliers de capteurs qui sont allumés à la fois. L'analyse est faite, refaite, et clairement, il semblerait quand même qu'il y a un neutrino de ultra haute énergie qui a été détecté par KM3Net. Donc, grosse annonce, grosse excitation. Et en même temps, grand mystère, parce que, je vous ai dit, le neutrino, normalement, il pointe dans la direction d'une source. Mais là, on regarde dans la direction d'arrivée du neutrino, on voit rien. Il n'y a pas un truc qui pète, il n'y a rien, il y a rien qui pourrait même héberger quelque chose qui va exploser. Très bizarre. Et pourquoi? Parce que, en fait, comme IceCube, KM3Net n'est pas forcément fait pour mesurer très bien la direction d'arrivée de ces neutrinos-là. Dans la glace, dans l'eau, c'est pas hyper optimal d'aller mesurer. Enfin, voilà, il y a une espèce de truc un peu qui floute la direction d'arrivée. Et en particulier pour KM3Net, le détecteur n'était même pas fini à ce moment-là et la calibration de cette direction d'arrivée n'était pas complète. Donc, c'est pas très sûr. Enfin, cette direction est assez large dans le ciel. C'est quelques degrés. Vous savez que la Lune, dans le ciel, ça fait 0,5 degrés. D'accord? Donc, quelques degrés dans le ciel, c'est énorme. Donc, ça veut dire qu'il faut chercher une source là-dedans. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Et du coup, on n'a pas trouvé de source. Et pour nous, c'est parfait. C'est-à-dire qu'on sait que les neutrinos de ultra haute énergie existent. Tout le monde s'excite dessus. Et puis, les sources, on les a pas encore trouvées. Donc, il faut absolument construire un détecteur dédié pour ce faire. Et il se trouve que ça faisait 10 ans qu'on y travaillait. Donc, bravo, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on faisait depuis 10 ans? On s'était dit, on va construire un détecteur optimisé pour les ultra haute énergie. Ça veut dire qu'il faut construire quelque chose de gigantesque. Et pour construire quelque chose de gigantesque, on va faire en sorte que chaque élément de détection soit le plus simple et le moins cher possible. Et donc, on a pensé à la radio. Ça veut dire que, et on va mettre plein d'antennes radio. Donc, on va pas se servir de l'eau ou de la glace, nous, comme cible pour les neutrinos, on se sert de la Terre. Lorsqu'un neutrino arrive sur Terre, il va interagir avec la roche, parce que quand même la roche c'est dense, donc à un moment, voilà, ça finit par percuter. Et au bout d'un moment, donc, lorsque le neutrino interagit dans la roche, il produit ce qu'on appelle, enfin, une particule secondaire, ici un lepton tau. Et peut-être que vous n'avez jamais entendu parler des leptons tau. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une particule qui se désintègre très vite. Et donc, ça se balade pas comme ça sur Terre, quoi. Donc, le lepton tau se désintègre, se sort de la roche, se désintègre tout seul dans l'atmosphère. Et lorsque ça se désintègre, les éléments, les particules secondaires, les produits de la désintégration vont interagir avec les molécules de l'atmosphère et produire ainsi d'autres particules secondaires à qui ils vont donner de l'énergie. Et comme ça, on va avoir une cascade de particules secondaires, tertiaires, toute une gerbe de particules, on appelle ça une gerbe atmosphérique. Et à l'intérieur de cette gerbe atmosphérique, vous avez des particules chargées positivement et d'autres négativement.
Et vous rappelez que la Terre est magnétisée, la boussole, tout ça. Donc, les particules chargées plus vont partir d'un côté et les particules chargées moins de l'autre. Ça va créer un courant électrique, comme voilà, un courant électrique. Un courant électrique en mouvement dans le temps, ça génère un champ électromagnétique. Et un champ électromagnétique, c'est de la lumière. Il se trouve que le champ électromagnétique est très fort en radio, dans la gamme 550, 200 MHz. En fait, dans la bande FM. La bande FM, la radio que vous entendez là. Voilà. Donc, en fait, avec des antennes radio très simples, comme vous auriez, presque comme vous avez sur vos voitures, on pourrait détecter des neutrinos de l'ultra-haute énergie. Et c'est un peu ça l'idée, c'est de se dire, la radio, les antennes radio, c'est du fil de fer, et on va construire une électronique très simple, qui va dire, là, il y a un signal, là, il n'y en a pas. C'est un peu simplifié, hein, mais 0, 1, quoi. Et on va en mettre plein. Par exemple, 10 000 antennes sur 10 000 km², 2 fois, ou voire plus. Voilà, c'est ça l'idée de GRAND. Et GRAND, ça s'appelle Giant, c'est l'acronyme de Giant Radio Array for Neutrino Detection. Et c'est dans ça qu'on s'est lancé. Alors, comment est-ce qu'on se lance dans une expérience comme ça? Ben, tout commence par un café. Toujours. Peut-être aussi à l'IHES, mais en tout cas à l'Institut d'astrophysique de Paris. Là, c'est le forum de l'IAP. Et un jour, Olivier Martineau, qui est donc mon grand collaborateur alter ego depuis, est venu prendre un café avec moi. Et il revenait de Chine, il avait passé 5 ans à travailler à bricoler sur des antennes, parce qu'il avait un peu cette idée de faire de la détection de particules cosmiques avec des antennes radio, et puis on lui avait filé des collègues chinois, il avait des super contacts avec des collègues chinois, et qui avaient filé des bouts d'antennes, ça marchait pas, enfin bref. Mais il avait toujours ce rêve, et donc il vient me voir et il me dit, j'ai ce rêve de planter plein d'antennes, mais genre plein, sur des montagnes en Chine, et de détecter des neutrinos de ultra haute énergie. Mais je suis pas sûre que ça va intéresser quelqu'un. Et alors moi, donc ça c'était 2014. Ça faisait quoi, 2 ans que j'étais en poste, CNRS, et j'étais théoricienne. Ça veut dire que je faisais des modèles, donc j'avais des sources, les supernovae, les sursauts gamma, tout ça, dont on avait quelques informations, je les mettais ensemble, je faisais des calculs grossièrement, et puis, enfin, bien, hein, mais... et puis j'essayais de calculer combien ces sources allaient produire de rayons cosmiques de ultra haute énergie et de neutrinos de ultra haute énergie. Et donc j'essayais de faire des hypothèses sur les populations qu'il pouvait y avoir et les trajectoires que ça allait prendre et combien on allait en avoir sur Terre. Et c'était très désespérant parce que tous les modèles que je construisais, globalement, il n'y en avait aucun où il y avait des neutrinos de ultra haute énergie qui ne seraient jamais détectés parce qu'il n'y avait pas d'instrument pour le faire. Donc, on était toujours en dessous, enfin, ça marchait pas. Donc, je me disais, je vais faire quoi de ma carrière? Je me suis dit, je vais aller faire un projet dans l'industrie ou autre chose, quoi. Et là, donc, cette rencontre autour d'un café, parce que Olivier me dit, je voudrais détecter des neutrinos de ultra haute énergie avec la radio. Donc, je lui dis, c'est génial ton truc, go, quoi. Et en fait, il arrive à me convaincre, je sais pas trop pourquoi. Finalement, j'avais raison. il arrive à me convaincre que ça va être faisable, intelligent, technologiquement possible, simple, enfin plein de choses quoi, qui étaient pas vraiment vraies, mais on y a bossé. Et donc on se dit ok, on y va. En plus aussi, oui, il y a un autre truc, il me fait croire qu'en fait ils sont beaucoup, alors qu'en fait il était un peu tout seul. Et puis du coup on était 2 au départ et on s'est réunis dans une salle. Ah, qu'est-ce qui se passe là? On s'est réunis dans une salle
dans le sous-sol de Jussieu, à Sorbonne Université, avec plein d'experts du monde entier. On a bien discuté pour voir si c'était possible. Qu'est-ce qui était possible? On a brainstormé tout ça. Après, on est allé au bar, parce que la science, ça se fait autour de café et dans des bars. Donc, on a continué à travailler, vraiment. Et puis, c'est là, d'ailleurs, qu'on s'est dit, en fait, il va falloir faire 200 000 antennes sur 200 000 km² autour d'une bière. Et c'est vraiment le chiffre qui est resté pendant très longtemps, parce que c'était vraiment cette ambition-là qu'il fallait, enfin, c'était à ce niveau d'ambition qu'il fallait penser le projet. Et, et voilà, donc c'est comme ça que ça a démarré. On était 2, puis 20. Puis donc entre 2015 et 2025, ça s'est fait dans des labos, des bars, des cantines, des distilleries, de par le monde, avec plein de collègues super sympas. Euh, et, et voilà. Et aujourd'hui, hop, je vais y arriver. Je crois que c'est en train de mourir en fait le truc là. Voilà. Et aujourd'hui, on est plus de 130 membres de 14 pays et avec une grande participation française. Donc, parce que du coup, Olivier et moi sommes les deux porte-parole de l'expérience. Et en fait, on a aussi un troisième porte-parole qui est un collègue chinois qui s'appelle Champing Wu, qui est formidable, qui a énormément mis d'efforts dans ce projet et qui l'a poussé en Chine. Ce qui fait que, au final, aujourd'hui, tout l'équipement que je vais vous montrer a été payé par la Chine, déployé par la Chine. Nos collègues ont été formidables là-dessus. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on monte une collaboration. Et c'est bien de monter une collaboration, mais qu'est-ce qu'on a fait? Donc, la première chose à faire pour cette détection radio, c'est de montrer que la détection radio, ça marche. Parce qu'il se trouvait que, à l'époque, personne ne l'avait vraiment faite. Et d'ailleurs, on nous a dit pendant 10 ans, rentrez chez vous, ça va pas marcher votre truc. Pourquoi? Parce que même si on va dans le désert le plus reculé en Chine ou en Argentine, on est toujours dominé par du bruit ambiant radio. Et ça veut dire que ça va polluer nos instruments et qu'on va pas réussir à détecter les petits picots physiques qui viennent de nos particules. Et donc, c'est ça que nos collègues nous disaient, c'est vous allez être dominé par du bruit et vous allez être noyé, jamais vous ferez la distinction, ça marchera pas. Donc nous, on avait envie de dire que si, et il fallait le démontrer. Alors on s'est dit qu'on n'allait pas démontrer tout d'un coup, c'est-à-dire que on savait pas que les neutrinos de ultra-haute énergie, on n'avait pas encore détecté le neutrino de ultra-haute énergie. Donc on s'est dit on va tester la méthode de détection sur des rayons cosmiques de ultra-haute énergie qu'on connaît bien, qui vont en fait faire exactement le même genre de processus. Les rayons cosmiques, c'est des particules de très haute énergie qui entrent dans l'atmosphère, interagissent avec les molécules de l'atmosphère, produisent des cascades de particules. À l'intérieur de ces cascades de particules, vous avez des particules chargées positivement, négativement, qui vont se séparer du champ magnétique de la Terre. Il y a un courant électrique qui est produit, qui est en mouvement dans le temps, donc champ électromagnétique, donc lumière, donc radio. Exactement le même processus, sauf que ça vient pas du sol. Pareil, quoi. Donc on s'est dit, on va montrer ça. Et parce qu'en plus, donc les rayons cosmiques, on sait combien il y en a, c'est très bien mesuré, on va y aller. Et donc il faut construire un prototype avec des antennes radio. Et donc pour ça, on s'est mis dans le désert de Gobi en Chine. Donc vous voyez là, pour aller jusqu'ici, on va jusqu'à d'abord, voilà, c'est à cet endroit-là, vous allez voir, au milieu de nulle part. Donc la ville la plus proche s'appelle Dongguan, qui est une ville oasis. La dernière ville, c'est une ville touristique, historique, célèbre, la dernière ville avant d'entrer dans tout ce désert. Et donc pour aller à Dongguan, on va souvent jusqu'à Shanghai, puis jusqu'à Xi'an, puis on prend un vol jusqu'à Dongguan, et ensuite depuis Dongguan, pour accéder à notre site, il y a 3 heures et demie de route, dont 2 heures et demie sur piste, dans des 4x4. Et voilà le triangle, enfin le petit trapèze où on va installer 300 antennes sur 200 km². Donc,
Ce qui est super, c'est que donc voilà la position officielle du déploiement de nos antennes sur ce site-là. Donc officielle parce que ça a été approuvé par le gouvernement local. Donc tout ça a été des négociations avec les autorités. Et donc vous voyez qu'il y a une région un peu plus dense avec plus d'antennes pour faire différentes études et donc 200 km², avec une zone tampon autour où en principe il n'y a pas d'industrie qui vont faire du bruit radio. Et donc c'est pour ça, enfin pour éviter le plus de bruit possible, on se met dans des déserts reculés. Voilà, c'est Dongguan ici. C'est là où on est, ça s'appelle Shaodushan, ça signifie petite montagne, et donc 2 heures et demie à peu près par piste. Alors, pour vous donner une notion un peu de ce qu'on vit quand on va sur le terrain, j'ai un petit vlog à vous montrer qui a été filmé par un postdoctorant de notre équipe, Pablo Correa. Et donc, vous allez voir comment on arrive sur le terrain. L'ambiance de l'équipe, on se marre vraiment beaucoup là dans le truc, je m'en prends plein la figure. Et c'est en anglais, désolé, mais je pense que le fun se passe de traduction. Donc voilà, je vous laisse regarder si ça marche. We are in Dunhuang and time to leave to the site. Let's go. Et il y a exactement 1 an, cette mission sur le terrain. Il y a de la faune locale. We just saw some camels and now we're in a bumpy ride. Pingfei is driving us very well and Kumiko is having a good time. Je suis en train de manger un truc. Hello. Et la personne, mon collègue qui conduit Pingfei, c'est grâce à lui qui a trouvé. C'est un chercheur, ingénieur excellent et adorable. We have arrived on site. I must say, it's quite a magnificent view after a bumpy ride, which was honestly very fun with some camels along the way. We have arrived at our humble abodes behind us, and now I'll give you a little house tour. This is the bedroom. Olivier is already sleeping. Une super salle de travail, super atelier. So the place where storage room and also do the install and check for the first step. That's a sitting room or meeting room. And that is Kumiko's room. Wow. Look at this luxury hotel 5-star. Exactly. Yeah. And you have a thief behind you. Look. Now it's time for lunch and then we'll get to work. Let's go. Quand on va sur site, on a un cuisinier qui fait des repas vraiment très très bons. Ça c'est le réconfort du désir. Par contre, les toilettes, c'est pas voilà. Donc c'est pas, enfin c'est vraiment l'aventure quoi. Mais c'est super. C'est super, c'est vraiment, enfin aller sur le terrain, c'est là je vais vous montrer aussi. Donc là c'est c'est notre centre d'acquisition de données avec des machines qui sont ici. Et vous voyez un de nos 4x4 avec une antenne émettrice là qui s'approche d'une autre antenne pour faire des tests.
avec des couchers de soleil absolument merveilleux. Aller sur le terrain, je trouve que c'est vraiment une aventure, pas juste une aventure, il y a un côté assez méditatif. C'est très physique quand on est sur place, on va d'antenne en antenne, on bricole beaucoup et puis on dort très peu parce que dès qu'on a bricolé nos antennes, on rentre le soir, on analyse toutes les données qu'on a pu acquérir et on vérifie que ce qu'on a fait dans la journée est correct et puis même on repart dans la nuit avec des frontales pour aller rebricoler. C'est très intense. Et puis voilà, vous avez vu, les conditions de vie sont pas forcément très évidentes, mais il y a une telle connexion, je trouve, avec le ciel qu'on va voir le soir, justement, quand on est en train de travailler sur nos données et qu'on sort un moment, la voie lactée qui se dessine comme ça, et même en journée, quand on bricole nos antennes et qu'on se dit qu'on est en train comme ça de mesurer des particules qui pleuvent du cosmos et d'être là dans le désert de Gobi. Enfin, il y a quelque chose d'assez transcendant. Et c'est une expérience remarquable, de vie, quoi. Je vous le conseille. J'espère que vous aurez l'occasion un jour de faire ça. Donc, et puis, oui, puis il y a une autre dimension lorsque vous portez un projet comme ça. Au début, il n'y a rien, et puis un jour, vous y allez, et puis vous voyez vos antennes, quoi. Ça, c'est grande émotion. Donc voilà nos antennes. Vous voyez, je les trouve très belles. C'est des mâts en acier inoxydable de 3,5 mètres. Donc là, vous avez Pablo qui est en train de manipuler la partie GPS. Donc là, 3,5 mètres avec une antenne papillon sur le haut. Ici, vous avez un amplificateur, une petite pièce électronique dans la tête de l'antenne, un relais Wi-Fi, et à l'intérieur ici de ce boîtier triangulaire, vous avez la batterie, le contrôleur de charge, et aussi un boîtier avec toute l'électronique qui nous sert de système d'acquisition. Donc bien sûr, tout est autonome, et donc là le panneau solaire nous sert de couvercle également. Tout est autonome, il n'y a pas de câble qui nous relie à quoi que ce soit, et donc les données sont envoyées par Wi-Fi. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur, et voilà à quoi ressemble une donnée reçue par une de nos antennes. Donc là, vous avez les temps et là, l'amplitude en gros, du champ électrique qui va être reçu, mesuré par l'antenne. Donc, ça ressemble à pas grand-chose finalement, un signal de particules qui va arriver sur une antenne. Ce que vous mesurez, c'est un truc qui fait et puis comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est dans un endroit calme comme ça, c'est le bruit galactique. Parce que notre galaxie, en particulier le centre de notre galaxie, émet en radio et émet assez fort. Et ça va nous servir de calibration pour savoir si à quel niveau nos antennes mesurent ce champ électrique. Et donc toute l'idée, c'est d'arriver à choper ces petits signaux de particules. Malheureusement, ça ressemble beaucoup aussi à un avion qui passe, qui va faire aussi pareil, ou aussi à une ligne électrique qui fait une petite étincelle qui va faire pareil. Et il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Alors, une autre façon aussi on va essayer de ne pas se focaliser que sur les signaux reçus sur chaque antenne, mais aussi on va essayer d'utiliser l'information de plusieurs antennes à la fois. Parce que si jamais ce est reçu à plusieurs antennes, ça peut peut-être être un avion qui passe et qui s'allume en même temps, mais ça peut peut-être être autre chose. En particulier, si on voit se dessiner au sol ce très bel anneau. Donc ici, vous avez un cas idéalisé avec chaque pixel représente une antenne radio et la couleur, c'est l'intensité du signal reçu c'est une simulation ici, reçu sur l'antenne. Et lorsque vous avez donc cette densité d'antenne, vous voyez que ça trace, lorsqu'une particule arrive, ça va tracer un anneau très très joli, très propre au sol, qui ne peut pas être imité par un avion, par une ligne électrique ou autre. Donc ça va être un signal très fort d'une particule qui est arrivée. Et même si on en a 4, non pas 4, mais genre 6, 8, 10 des antennes, si on voit qu'il y a une forme d'anneau comme ça va être un excellent veto
pour distinguer signal de bruit. Et voilà, c'est effectivement de ça dont on se sert pour aujourd'hui pour savoir si on a mesuré des particules. Donc, je vous ai parlé de cette histoire de bruit galactique. Je crois que c'est... et donc, effectivement, le centre de la galaxie émet en radio fortement. Et ça, c'est intéressant parce que comme le Soleil passe dans le ciel, monte et descend, le centre galactique aussi, comme la Terre tourne, on va le voir monter et descendre dans le ciel. Et ça va se traduire dans nos données sur nos antennes radio en quelque chose qui va sur 24 heures monter et descendre. Et si on voit ça, ça veut dire qu'on est bien en train de mesurer de la radio, du signal radio, et ça va nous servir à calibrer. Et c'est exactement ce qu'on a commencé à voir en juillet 2024. Et ça, c'était vraiment la fête. On s'est dit, ça y est, nos antennes fonctionnent, on comprend ce qu'on est en train de regarder. C'était déjà un assez grand moment d'émotion. Et alors, je vais vous faire écouter voilà, une antenne de la galaxie. Voilà. Et alors, maintenant, donc là, il y a 3 semaines à peu près, j'étais dans le Gobi en mission avec quasiment la même équipe. Et l'une de mes missions à moi, ma mission, c'était avec mon ingénieur d'aller mesurer l'orientation très proprement des 2 bras des antennes. Parce que vous avez vu que là, on a mesuré ça sur les bras est-ouest. Et si on mesure ça sur nord-sud, si le bras est-ouest est un peu tordu, en fait, il va pas avoir exactement cette montée de la même façon. Donc, pour pouvoir faire cette calibration, il faut être bien sûr que nos orientations d'antenne sont correctes. Et donc, on est allé faire des mesures. Et pour faire ça, on a utilisé un système GPS assez, voilà, vous avez un petit time-lapse. Donc, on est, un système GPS où on a clipsé des GPS en fait sur chaque bras d'antenne et c'était relié à la base aussi. Et puis donc on a fait ça 63 fois. Donc j'ai embrassé 63 fois mes antennes. Ça m'a fait beaucoup de j'étais très contente. Et donc voilà, c'est ça que je dis. Ça peut être assez physique, puisque là, ça passe très vite, hein, mais bon, quand même, on monte sur l'escalier. Enfin, voilà, mais c'est super, c'est une super expérience. Donc voilà ce qu'on avait fait. Et puis, c'est bien de mesurer la galaxie, mais on était quand même là pour mesurer des rayons cosmiques. Et ça, on l'a fait. On l'a fait à partir de décembre de l'année dernière. Donc là, c'est quasiment 1 an. Et on l'a surtout annoncé cet été en juillet, en grande pompe à la grande conférence de notre domaine. Et ça a été relayé par les médias parce que ce que ça dit, c'est que ça y est, on est capable, avec de la radio, de détecter des particules cosmiques. Et ça n'avait jamais été fait. Et c'est un grand moment, ça ouvre des horizons, ça débloque une technologie, on va pouvoir passer à l'étape suivante et détecter des neutrinos de ultra haute énergie. C'est vraiment un très grand moment. Donc je suis très contente de le partager avec vous. Et ce qui s'est passé... Ça fera plaisir à mon doctorant, au doctorant de mon équipe qui arrive en fait en bout de chaîne, hein, parce qu'il y a il y a une énorme chaîne de les gens qui installent les détecteurs, qui les calibrent, qui travaillent sur les amplificateurs, l'électronique qui ne fonctionne pas, qui débug, tous ces gens qui négocient les sites, etc., ceux qui font le software. Enfin bon, c'est une énorme chaîne. Et puis lui, il arrive et il a fait un super boulot, c'est-à-dire qu'il est allé chercher l'aiguille dans la botte de foin. On récupère des données. Enfin, on était en train de récupérer des données radio un peu plus propres. Mais c'était dégoûtant, c'est-à-dire qu'on avait du bruit partout. On voyait des avions passer. Enfin, c'était bien crade. Et là-dedans, il arrive, il fait plein de coupes intelligentes, physiques, et il arrive à trouver ça, qui est donc là, vous avez chaque numéro correspond à une antenne qui était déployée à ce moment-là. Donc, on en avait 35 à l'époque. Maintenant, on a 63 et on en va en mettre 300. Et donc là, vous avez le temps où la couleur correspond au temps où l'antenne s'est allumée.
Et donc, vous voyez qu'ici, vous avez d'abord cette antenne qui s'est allumée, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et avec un peu d'imagination, on peut voir une espèce d'anneau qui va se dessiner. Et en plus, ce qui était très fort, c'était que, donc, on a 6 antennes qui sont allumées en même temps avec ce pulse-là, et ça fait puf. Et cette forme-là est très, très caractéristique d'un rayon cosmique enfin, toutes nos simulations avaient cette forme-là. Donc, c'était tout collé, enfin, toutes les mesures collées, c'était assez extraordinaire. Et il commence à en voir 2, 4, 10, 40. Et au final, après avoir fait le tri, on en avait une vingtaine à annoncer, en tout cas à la conférence. Et ça aussi, c'est des grands moments. Quand on travaille pendant 10 ans, on installe toute notre machinerie, et puis enfin, ça y est, on voit ce qu'on était en train de chercher. Donc, voilà, ça, c'était très chouette. Et vous vous dites peut-être, OK, c'est bien, vous avez détecté 20 rayons cosmiques cet été après 10 ans et vous êtes content. D'accord, c'est ça la science. Bah oui, c'est ça la science. En fait, c'est ça la science et disons, c'est compliqué la science parce que il n'y a pas que de la science. Donc, en 2015, entre 2015 et 2025, voyez, attendez, ouais. Donc, en 2015, on se dit, on va mettre 200 000 antennes sur 200 000 km² de par le monde, on va ouvrir plein de sites, on va en faire 20. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un raidissement géopolitique. En mettant des mots dessus, ça se raidit avec la Chine. Hein. Puis quand on fait une expérience avec la Chine, c'est compliqué. Ensuite, il y a une guerre. Ensuite, il y a une pandémie en Chine. Donc, quand on est en train d'installer une expérience en Chine et qu'il y a une pandémie en Chine, tout de suite, c'est compliqué, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait 2019, fin 2019, on avait 100 antennes produites. Nos collègues avaient mis en place les machines pour niveler le sol et tout. On était prêts à sortir. On avait un site avec un contrat signé avec le gouvernement local. On était prêts à y aller. Et paf! Pendant 5 ans, on a plus rien à bouger. Nos antennes sont restées dans un hangar. Il y a eu des choses pires. Hein. C'est que, voilà. Mais bon, en tout cas, nous, c'était assez frustrant parce que c'est très compliqué d'avancer sur une manip, un instrument, si on peut pas déployer, si on peut pas avoir des données. Donc, évidemment, on s'est pas tourné les pouces. On a travaillé sur énormément de choses, sur des simulations, sur des méthodes pour reconstruire les particules, etc. On a travaillé dans les laboratoires sur notre électronique. Mais, enfin, on peut pas tout faire. Enfin, il y a énormément de limitations si on n'est pas sur site. Et enfin, après, il y a eu un raidissement géopolitique. Maintenant. Et donc, voilà, ça fait 10 ans, ça veut dire. Et c'est comme ça que une expérience comme ça, internationale, qui en plus se déploie sur le terrain, c'est tributaire de la géopolitique. Et malgré tout, je voudrais quand même dire que tout ce qu'on a vécu là a été, a été vécu de façon très comment dire, en super camaraderie au sein de la collaboration grande. Donc on a eu des visios, en particulier pendant la pandémie, mais même maintenant, on a eu des visios entre des Américains, des collègues américains, des collègues chinois, des collègues argentins, enfin des collègues de différents bords dont les gouvernements ne peuvent plus se parler. Et voilà, ça continue. Donc en ce sens-là, je trouve que la science, en tout cas fondamentale, reste une frontière de la diplomatie. Mais, mais, donc c'est un peu un message que j'aime bien passer, de dire que ce ciel neutre autour duquel on se rassemble reste un endroit où on arrive à communiquer entre différentes nations. Et malgré tout, vers la fin de la pandémie, on n'en pouvait plus, on était quand même très frustrés du fait qu'on n'arrive pas à déployer nos antennes, et tout le monde, y compris nos collègues chinois,
Et surtout aussi, enfin, fortement, nos collègues chinois étaient pour ouvrir un deuxième site. On s'est dit, on va pas être resté tributaire d'un seul pays, en fait, on va aller aussi dans l'hémisphère sud. On s'est dit, on va aller en Argentine parce que c'est là où les rayons cosmiques de ultra haute énergie sont détectés de façon routinière. Ils ont une grande science là-dessus, pas forcément en radio, mais dans d'autres techniques. En tout cas, ils savent comment déployer des grands instruments. On a des super collègues. Donc, dès que la pandémie a été terminée, on est parti en Argentine avec toujours mon collègue Olivier. Ah, bon, je vais faire ça là-dessus. Avec mon collègue Olivier et Mathias Tueros, donc un collègue argentin. Et on est parti dans la région de San Juan. On avait vu sur Google Maps qu'il y avait une région où la vallée avait l'air d'avoir une bonne topographie pour détecter des neutrinos de ultra haute énergie. Donc, on a été financé par le CNRS pour partir sur cette mission. Et on a fait un road trip où on a fait des mesures avec on a embarqué deux antennes dans une petite voiture et on a pris des mesures un peu partout pour voir si le site était propre en radio ou s'il y avait trop de bruit. Et l'une des premières choses qu'on fait d'ailleurs, c'est qu'on allume notre radio de voiture. Si ça grésille, c'est que c'est bien. Si on entend des émissions radio, c'est que ça va pas être bien. Voilà. Donc on a fait des mesures comme ça. Et on a eu un super contact avec le gouvernement local de San Juan qui nous soutenait. D'ailleurs, dans tous ces endroits, souvent, quand on arrive avec une collaboration internationale, on va s'installer, les gouvernements nous ouvrent les bras. Hein. Ils sont très contents d'avoir des gens qui vont arriver avec du financement et qui vont arroser la région. C'est souvent le problème, c'est que ces régions désertiques, c'est souvent des zones militaires ou alors c'est des réserves naturelles. Et c'est là où il faut négocier. Mais bon, voilà. Donc c'est l'un des challenges qu'il faut faire d'un point de vue géopolitique. Et comme la géopolitique, c'est compliqué, et qu'on avait on avait bien lutté déjà en Chine, c'est une réserve naturelle en Chine, parce qu'au début on s'était mis sur une zone militaire et c'était vraiment trop compliqué. Donc, mais bon, la réserve naturelle est aussi compliquée. Bref, on s'est dit, on peut travailler avec notre cerveau et être intelligent scientifiquement. Par contre, les leviers géopolitiques, on ne les a pas. Donc, on va essayer de construire, de réfléchir un peu mieux, pour ne pas avoir besoin de déployer, de faire 20 fois cette négociation géopolitique. Et on va réduire la taille et l'empreinte au sol de notre détecteur. Donc, c'est ça qu'on a fait. L'année dernière, enfin, il y a 2 ans maintenant, je suis partie dans les bois en Pennsylvanie pour travailler à Penn State University avec une collègue super qui s'appelle Stéphanie Wissel, qui avait un autre rêve, c'était d'utiliser toujours des antennes radio pour détecter des neutrinos d'ultra haute énergie, mais avec une autre technique. Donc nous, on voulait en mettre plein loin. Elle voulait en mettre plein, mais près. Donc 2 visions différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on met plein d'antennes près, les unes à côté des autres, ça s'appelle une méthode de détection phasée. Donc elle met des antennes qui vont être phasées, toutes reliées les unes aux autres. Et lorsque un signal arrive, elle va additionner le signal sur toutes les antennes ensemble. Et là, si jamais il y a un petit signal de rayons cosmiques, de particules, de neutrinos qui arrivent, celui-là va s'additionner et résonner et sortir vraiment des données. Alors que le bruit, lui, il va se moyenner et s'écraser. Parce que tout le monde voit le bruit un tout petit peu décalé. Et donc, ça va s'écraser et le signal, lui, ressort. Donc, c'est une technique, cette technique phasée est très sensible et permet de repérer des choses, des neutrinos, même si le signal émis est très faible. Par contre, c'est un réseau plus compact qui va avoir d'autres désavantages. En particulier, il va pas pouvoir voir cet anneau très beau que vous avez vu, qui nous permet de faire la discrimination rayons cosmiques, enfin neutrinos ou vraies particules ou pas. Donc, on s'est dit, on va mettre les deux ensemble. C'est ça l'idée, c'est l'union fait la force. 1 plus 1. Donc, son projet s'appelle Beacon et nous, c'est Grande. Donc, on a combiné Grande et Beacon et on a gagné un facteur 20. C'est-à-dire qu'avec moins de 1000 antennes,
on fait la même chose qu'avec 20 000 sur 20 000 km². Et ça, c'est puissant. C'était tellement puissant qu'on s'est dit qu'on allait monter un projet européen et essayer d'avoir des sous pour faire ça grande échelle dans la province de San Juan, qui nous avait paru très bien, et que du coup, on allait détecter des neutrinos en disant qu'on allait détecter des neutrinos de ultra haute énergie. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais on a vraiment bossé 2 ans sur faire des simulations, essayer de montrer la faisabilité de tout ça. Il se trouve qu'en plus, cette année, comme Beacon a vu ses premiers rayons cosmiques, et Grand a vu ses premiers rayons cosmiques, ça tombait bien. KM3net a détecté un premier neutrino de ultra haute énergie sans comprendre d'où ça venait. Ça tombait bien. Nous, on était dans les starting blocks, on a écrit notre truc, là, on va s'endormir, et ça a marché. Et donc, on a été financé par l'Europe sur un projet, et c'est tout nouveau, hein, ça c'est tombé il y a 3 semaines aussi. Donc c'est une nouvelle énorme. Ça veut dire qu'on a on a la technique de détection radio fonctionne, on l'a montré, et là, on va passer à l'étape suivante. Non seulement on le peut, mais on a les moyens de le faire financièrement. L'Europe nous soutient. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et donc 14 millions d'euros, dont en fait 4 millions pour l'équipement. C'est les antennes et enfin tout l'équipement va coûter 4 millions. Le reste va dans le personnel, les laboratoires, le développement, le déploiement. Et donc, on est soutenu très fortement par l'Argentine et nos collègues argentins là-bas. Et là, donc, c'est l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Donc, Jaime, qui est de Santiago de Compostelle, en Espagne, Steph Wissel, donc la collègue américaine, Olivier et moi, dans cette photo qui on dirait un peu un poster de Wes Anderson, je trouve. Et donc, 14 millions d'euros pour révolutionner, comprendre le ciel violent. Parce que détecter des neutrinos de ultra haute énergie, encore une fois, c'est pas une fin en soi. Nous, ce qu'on veut faire, c'est comprendre ces événements les plus violents de l'univers et les regarder avec un regard nouveau. Ces neutrinos de ultra haute énergie. Voilà. Donc, et c'est ça qu'on va faire pendant 6 ans. Et donc, j'espère que à un moment, je pourrais revenir vous parler et vous dire qu'on les a détectés, qu'on est en train de comprendre plein de nouvelles choses. En attendant, je voudrais dire 2 mots sur ça. Parce que en octobre 2025, donc pour La Science, qui est pourtant un journal que j'aime beaucoup, qui a fait que je suis fait de la science d'ailleurs, a mis un article avec ce super cartoon. Ces ballons, on peut plus sauver la planète, on a tout investi dans la détection des neutrinos. Donc c'est un peu à charge contre Grand et Héron. Donc voilà, on s'est dit c'est bien important, donc on nous casse gratuitement, et gratuitement vraiment. Je pense que aujourd'hui, dans le contexte géopolitique d'aujourd'hui, est-ce que c'est intelligent pour un journal de science de faire de la science bashing? Je ne sais pas. Est-ce que mettre en parallèle la croissance économique et la taille de certains instruments, est-ce que c'est intelligent? Je ne sais pas. L'article ne pose pas ces questions. Est-ce que lorsqu'ils disent en fait que voilà 4 millions d'euros, donc ils disent que c'est de la big science, 4 millions d'euros, non, je ne crois pas. C'est petit, ça coûte rien, 4 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est rien enfin, c'est tout ridicule comme projet. Et enfin voilà, en astronomie, on fait des projets qui coûtent 100 000 fois plus. Donc voilà. Et puis enfin l'autre. Enfin bref. Tout ça. Non, il disait que l'empreinte au sol de cette manip allait être énorme. Parce que, oui, 200 000 km², tout ça. Mais il faut se rappeler quand même que chaque antenne, vous avez vu, hein, c'est tout petit, nos antennes, c'est 1 mètre cube. Donc, mises côte à côte, nos antennes, là, les 1000 km², tout ça, les 1000, pardon. Non, les 1000 antennes, non, ou même les 200 000 antennes. Enfin, on est sur 1000 antennes. Je sais plus, enfin, bon, c'est 0,01 km², quoi.
c'est tout petit. Donc, voilà, je pense que faut réfléchir avant de vous écrire. Bref. Et surtout, non, en fait, mon message est pas juste de critiquer ça, c'est plus intéressant, en fait. Voilà. Ce que je voulais surtout dire, c'est que les scientifiques s'intéressent à l'impact environnemental et dans Grande, on a été les pionniers à s'y intéresser en tant que grande expérience, en tant qu'expérience à grande échelle. On a fait notre bilan carbone très rapidement, dès 2019, on s'y est mis. Et ce qu'on a pu voir en regardant les différentes sources, c'était que l'équipement, donc nos antennes, et les données, le numérique, allaient nous coûter très cher en termes d'impact carbone, enfin, d'impact environnemental. Et, euh, et ça, c'est assez naturel. On a aussi vu que les voyages aussi, mais ça, donc on y travaille, on a des chartes, on essaie d'être plus sobre environnementalement, enfin, au niveau énergétiquement en particulier. Et puis, quand on a vu que l'équipement avait un gros impact, on a fait une analyse cycle de vie. Donc, tout ça, on a travaillé avec des experts, vraiment, des chercheuses expertes du domaine. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait certaines choses très faciles à implémenter, comme changer d'alliage de la scie, qui pouvaient mener à moins 66% d'impact environnemental sur, enfin, sur l'ensemble de l'expérience. Donc, il y a des choses comme ça qu'on est en train de mettre en place. C'était le bon moment parce qu'on a un prototype aujourd'hui et donc, sur les productions suivantes, on implémentera tout ce qu'on a pu voir qui pourrait faire une différence. Donc on n'est pas du tout on va faire un gros machin et puis on s'en fout, on va installer des antennes, on va tout dégommer. C'est vraiment pas ça, quoi. Il y a une réflexion, on a envie on sait voilà, aller chercher des neutrinos, étudier l'univers, c'est gratuit, mais on essaie de le faire de façon respectueuse, environnementale. Voilà. Alors ça, c'était mon petit message environnemental. Pour terminer, si vous avez bien aimé ces images du désert, je vous invite à aller prolonger votre expérience en regardant ce documentaire très contemplatif et très beau avec un son magnifique et des images magnifiques par Jean Mouette, qui est là-bas, qui est venu à l'une de nos premières missions sur le terrain, avant même qu'on déploie. C'était le moment où on cherchait des sites propices. Et puis, ça c'est ma slide de pub. Si jamais vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un livre qui est sorti cette année chez Albin Michel, qui se lit, j'espère, un peu comme un roman où je raconte toute cette histoire de notre domaine et pas que de Grande. Voilà, je vous remercie.